Bonjour à tous et bienvenue. Lorsqu'on parle transfert, on pense immédiatement à la somme déboursée par un club pour s'attacher les services d'un joueur. On peut penser également salaire, voire commission d'agent. Mais on évoque rarement les autres indemnités qui entrent en jeu, notamment la contribution de solidarité. C'est prévu dans le règlement FIFA, ça concerne notamment les indemnités de formation qu'on voit évidemment lors de la première signature d'un contrat professionnel pour un joueur, mais pas que, et également le mécanisme de solidarité, c'est-à-dire 5% de la somme du transfert qui sera reversée au club formateur du joueur en question, du moins les clubs qui ont eu le joueur entre son 12e et son 23e anniversaire, avec évidemment un certain barème. Et ça, lorsqu'il s'agit d'un transfert intra-Europe, d'un club européen à un autre, globalement, c'est assez souvent, voire toujours respecté. Même s'il y a des exceptions, des mauvais payeurs et parfois quelques arrangements en douce. En Amérique latine, déjà c'est un petit peu plus problématique, même si on essaye de nettoyer cela. En Asie, là ça commence à être un peu la pagaille, mais lorsqu'il s'agit du continent africain, et comme vous le savez, énormément de joueurs contrairement à l'Asie, en Europe vous avez beaucoup plus de joueurs africains. Aujourd'hui le joueur africain il est même de partout, même en Amérique latine. Bref, il est symbole de la mondialisation du football et on trouve des joueurs africains absolument de partout. Sauf qu'on se rend compte que bien souvent, ces principes-là, notamment de la contribution de solidarité et également certaines indemnités de transfert, soit ne sont pas payés, soit carrément on va priver les clubs africains, notamment les petits, de leurs droits les plus élémentaires pourtant prévus dans le règlement FIFA. Et ce, avec l'aide du système de la FIFA et de certaines fédérations nationales et bien sûr de certains clubs européens. Aujourd'hui, je publie dans Sport News Africa un cas très emblématique, celui de Nicolas Jackson. Alors, tout le monde le voit, équipe du Sénégal, Villarreal, et bien évidemment Chelsea se transfère à 37 millions. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, il y a le mécanisme de solidarité qui doit s'appliquer. Donc 5% de la somme doit revenir à ces clubs formateurs, ceux qui ont eu le joueur entre son 12e et potentiellement son 23e anniversaire. Bon, il n'y a pas encore cet âge-là. Et en l'occurrence, on pense notamment à Casa Sport au Sénégal où le joueur a évolué entre 2018 et 2019. Puisque je rappelle que Nicolas Jackson a grandi en Gambie, d'un père gambien et d'une mère sénégalaise. Ensuite, il y a eu un déménagement familial et puis le joueur a donc fait ses classes au Sénégal dans deux équipes. Tigène, je dois peut-être mal le prononcer, mais là on a le doute. On ne sait pas s'il a réellement été inscrit. Parce que s'il a été réellement inscrit, ce club-là serait également en mesure de demander le mécanisme de solidarité. Par contre, tout le monde le sait, qu'il a joué à Casa Sport de 2018 à 2019, il était surnommé Neymar et c'est ce qui va l'aider notamment à intégrer une sélection sénégalaise jeune, ce qui va convaincre aussi Villarreal de le signer. Or, donc le club a fait la demande vis-à-vis de la FIFA parce que cette dernière a créé justement une chambre spéciale de compensation justement vis-à-vis de tous les litiges et toujours dans cette grande communication de la FIFA pour nettoyer et tout. Sauf qu'en fait, elle a des demandes parfois irréalistes et parfois pas en phase avec les moyens techniques et technologiques de certains pays à travers le monde. Mais qu'importe, la FIFA reçoit et vous dit en gros on va gérer. Et là, le club sénégalais qui n'a pas reçu donc la somme, c'est minimum 185 000 €, donc plus de 120 millions de francs CFA si je ne dis pas de bêtises, qui est une somme colossale, donc a fait la demande à cette chambre, pas de problème. Et là, comme vous pouvez le voir sur ce courrier, on s'aperçoit que la FIFA vous explique que le joueur n'a pas été inscrit, c'est-à-dire que le club Casa Sport ne figure pas dans le passeport électronique de Nicolas Jackson. Autrement dit, la Fédération sénégalaise de football n'a pas mentionné Casa Sport lorsqu'elle a établi le passeport électronique du joueur. Donc elle a oublié de noter cela. Et vu qu'il n'est pas noté, la FIFA dit en gros non, on ne peut rien faire, parce qu'elle se lave les mains, ce qui encore une fois c'est une chambre qui doit régler un petit peu les litiges justement. Là qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle renvoie la patate chaude et elle explique qu'en gros il faut porter une réclamation contre sa propre fédération au niveau de la commission de discipline de la FIFA. Ce qui est donc engendré des frais supplémentaires. Et je vous pose juste une question. Vous pensez que des clubs vont en gros porter plainte contre leur propre fédération? Donc déjà, vous imaginez à quel point c'est dissuasif. Surtout que dans le cas de Nicolas Jackson et de Casa Sport, le président du club est membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Ce qui pose évidemment énormément de questions. Et là, on va aller un petit peu plus loin parce que manifestement, il y a eu une erreur de la Fédération sénégalaise de football, un oubli. C'est donc sa responsabilité. Or, s'il est prouvé qu'il s'agit de la responsabilité de la fédération, celle-ci peut recevoir une amende et si je ne dis pas de bêtises, devra également s'acquitter de la somme pour le club en question. Donc vous imaginez bien que pour le club, s'ils vont au bout de la procédure, il y en a qui vont avoir peur des représailles et tout, et aujourd'hui on ne sait pas. Alors, à la Fédération sénégalaise de football, ce qui ressort c'est de dire non, on a inscrit le joueur. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce document,
Mais bon, document qui date du 19 décembre 2024, c'est quand même assez savoureux, puisque la demande évidemment date d'avant. On voit Casa Sport. Sauf que on va rappeler la lettre de la FIFA. C'est ça qui fait office. La FIFA est très claire, il n'a pas été enregistré par la fédération, point. Donc là, évidemment, on va avoir un numéro de communication, parce qu'ils n'ont pas répondu à mes questions. Et là, l'affaire, évidemment, est virale au Sénégal. On peut imaginer, parce que là, on a clairement privé un club, voire deux, de ses droits les plus élémentaires. Sachant que Nicolas Jackson, magnifique son parcours, mais il y avait déjà un problème, parce que lorsqu'il était à Villarreal, en fait, il va partir de Villarreal, il va être enregistré en Gambie, dans une académie qui s'appelle Gambinos, gérée notamment, je crois, par des mecs qui étaient un peu en Belgique auparavant et tout, enfin, truc assez obscur. Et quelques semaines après, il re-signe à Villarreal. Alors, l'entourloupe de ce mouvement-là, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Par contre, je sais que des gens avaient alerté en disant il y a déjà un premier souci. Donc, on se rend compte que tout le parcours sportif de Nicolas Jackson et toute la formation au Sénégal, aucun des clubs n'a reçu quelque chose pour cela. Ces cas-là arrivent dans d'autres pays. Et comme je vous dis, en Europe, c'est très rare. Des fois en Asie, vous avez un peu des cas, en Amérique latine. Mais c'est particulièrement vrai en Afrique, parce qu'il y a des fédérations qui ne vont pas mettre au courant également tous les droits auxquels les clubs ont droit. Certains ne vont pas oser, puis des fois il y a l'arrangement de te dire allez, on va te donner 50 000 $, 40 000 $, et en gros tu dis rien. Notamment pour les indemnités de formation. Alors que des fois, ils ont beaucoup plus de droits. Je pense à certains clubs congolais à l'époque, lorsqu'il y avait un partenariat avec Anderlecht, et ben ils étaient spoliés de leurs droits. Je pense au club d'Aigle Vert notamment, le club de La Grasse, et tant d'autres sont des petits, et ben en fait ils se font quelque part un petit peu avoir parce qu'on était des relais. À l'époque, notamment en République démocratique du Congo, ça passait par le MK Étanchéité, qui était géré par Max Moquet, qui était très proche de Laurent Denis, notamment avocat, qui était Anderlecht, etc. Et il y avait tout un business qu'on avait décrit il y a des années dans CNN et autres, qui avait été opéré et qui était fait aux frais de ces clubs-là. Alors après, est-ce que les barèmes conviennent également à la réalité du football? Est-ce que la FIFA, ben justement, des fois c'est énormément d'argent et en fait ça va priver certains mouvements parce que des petits clubs européens, ils n'auraient pas les moyens non plus. Ça, c'est encore un autre débat. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, des clubs ont été spoilés et ça, je le dis et je l'annonce. Je sais qu'il y a des joueurs ivoiriens qui transitent par le Mali, on change un peu l'âge, etc. On enlève le passeport sportif comme s'il n'avait pas existé en Côte d'Ivoire et on va le mettre malien. Il y a même un joueur qui joue pour l'équipe nationale du Mali, il est ivoirien. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. Les clubs ivoiriens, ils ont été spoilés. Et il me semble bien qu'une plainte commence à voir le jour à ce niveau-là. Donc il y a tous ces réseaux malheureusement délicats. Et il y a même parfois des cas de transfert où l'indemnité de transfert n'est pas versée au club. Prenons le cas de l'Azac Concorde en Mauritanie. C'est l'une des affaires les plus incroyables et scandaleuses qui m'était donné de voir. J'en avais déjà parlé à l'époque. Il y a eu 4 années de procédure judiciaire. Pour faire simple, l'Azac Concorde à l'époque transfère 2 joueurs en Espagne et en fait l'intermédiaire ce sera Ahmed Yahya, le président de la Fédération mauritanienne de football, de par ses contacts en Espagne, parce qu'il parle la langue et tout ça. Sauf que le club, dirigé à l'époque par le professeur Ba, se plaint que 75 000 € sont en fait manquants et n'ont jamais été versés, mais ont transité par les comptes de la fédération. Je vais vous schématiser et vulgariser, mais globalement 4 années de procédure juridique pour qu'au final, chaque décision de justice mauritanienne donne raison à l'Azac Concorde. Et in fine, c'est la Cour suprême de Mauritanie qui condamnera la Fédération mauritanienne de football à verser les 75 000 €. Et donc, je rappelle quel était le représentant et l'intermédiaire de cette opération, qui est donc Ahmed Yahya, qui se présente au conseil de la FIFA. Toujours dont on dit le bon élève, etc. et tout. Parce qu'en fait, derrière, il y avait un jeu également où en fait, eux, ils disaient non, on ne reconnaît pas ce bureau exécutif dirigé par le professeur Ba, mais ils en donnaient un autre. Donc en fait, il y avait tout ça, ça a été dû diviser pour mieux régner à la SAC Concorde, sachant qu'il y avait aussi 2 fausses factures émises par un bureau qui est finalement jugé illégitime, puisque comme vous pouvez le voir sur ce document, selon le ministère et selon l'État mauritanien, seul le professeur Ba et son bureau exécutif à cette époque, étaient habilités à prendre les décisions, et non pas, ce que certains vont dire, un usurpateur ou pas. Et donc ils ont tout fait pour calomnier le professeur Ba, on l'a attaqué également pour usurpation, etc. À chaque fois, la justice civile lui a donné raison. Et en aucun cas, la fédération s'est soustraite à ses obligations. Elle a été condamnée. Or, la FIFA et la CAF ont toujours soutenu la fédération en ne reconnaissant pas vraiment les décisions d'une justice civile. C'est-à-dire que, et c'est absolument incroyable, lorsqu'une cour suprême d'un pays vous ordonne de payer, et que là vous êtes quand même condamné pour détournement, il n'y a absolument aucune conséquence dans le système de la FIFA, qui se veut plus propre, avec sa chambre de résolution des litiges, avec sa chambre de compensation, etc. Et c'est à devenir complètement fou parce qu'ils ont tous les documents. Donc on le voit sur le cas de la Mauritanie, on le voit sur le cas au Sénégal, je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire, je peux parler de la RDC, je peux parler de plein d'autres pays en fait. J'en parlais au Niger. Vous croyez sincèrement que les clubs du Niger qui devraient faire valoir leurs droits, ils ont une fédération qui va les aider, etc. Non, parce qu'il y aura une peur même de simplement
de porter plainte ou de dire quelque chose. Et donc malheureusement, il y a encore beaucoup de clubs en Afrique qui se font spoiler leurs droits et qui sont lésés par un système qui est inique et mal construit. On a d'autres cas, comme je vous le disais, il y a le cas de Datro Fofana, ce joueur qui avait également signé à Chelsea mais que Molde en Norvège avait limite volé à son club. Enfin, c'est un cas absolument scandaleux aussi celui-là et malheureusement il y en a beaucoup. Donc pour tous ceux qui ont connaissance de ça, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux et mon site parce que c'est très important parce qu'il en va de l'avenir du football. Je rappelle que toutes les grandes stars qu'on voit, à un moment donné, elles étaient comme vous, comme moi, petits, elles ont appris à jouer au football et si on n'aide pas ces clubs-là, ces formateurs, ces éducateurs, ben malheureusement, on aura un football de plus en plus mièvre avec uniquement réservé aux bureaucrates et tout, en oubliant ce qui fait l'essentiel du Beautiful Game, c'est-à-dire le jeu, sauf que pour qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait une formation. Sur ce, bon courage à tous. Équipe de Faith.